J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Salut à tous et bienvenue dans ce 27e épisode de la saison 2 de Comics Discovery. Et je vais le répéter comme à chaque fois, c'est l'émission qui vous fait découvrir le monde des comics. Et je ne sais pas pourquoi à chaque fois je répète, puisque c'est déjà dit dans le générique. Autour de la table cette semaine, nous sommes avec Romain. Salut Romain. Salut, je le dis à chaque fois. Ouais. Et à chaque fois, il va falloir te dire parle bien dans ton micro. Ça va Romain? Oui, ça va. Semaine ouais, ça va. Et en face de moi, il y a Juni. Yo. Voilà. Bon. Bonne semaine, Juni. Ça va, pas à me plaindre. Ok. Et Jordan. Salut. Jordan. Ça va? Ça va bien. Ok. Et ben on va partir sur les news. Le peu d'entrain de cette intro est horrible, mais c'est pas grave. Et on va commencer avec un nouvel imprint chez DC, puisqu'après Vertigo, après Young Animal, après DC Inc. qui est destiné à un jeune public, DC a annoncé un nouvel imprint. Donc un imprint, c'est un label, c'est comment on pourrait montrer. Je crois que Urban, c'est un imprint de Dargo ou oui. de Dargo, ouais. C'est une sous-maison d'édition. Ouais, voilà. Une collection. Ouais, une sorte, on peut dire ça comme ça. Ouais, une collection, c'est... Une sous-édition. Oui, une sous-édition, c'est ce qu'il y a de plus juste au final, parce que c'est quand même indépendant tout en étant... Avec son propre rédacteur en chef, tout ça. Du coup, là c'est DC Black Label et on va pas y retrouver que des menus frettins, puisqu'on va retrouver le projet dont on avait déjà parlé de Frank Miller autour des origines de l'homme d'acier, Superman Year One, avec malheureusement John Romita Jr. au dessin. Ce sera une mini-série qui fera juste 3 numéros, donc 3 numéros autour de... je crois qu'il va revenir un peu sur le côté, le fait que ses créateurs soient juifs. Je crois qu'il y a un rapport avec ça et Frank Miller, j'ai entendu. Ça peut... Il va aller sur la création, parce que ça aurait pu être une bande dessinée X sur la création de Superman. Je sais, sais qu'il y a un rapport avec le fait qu'il a des origines juives et que c'est du Frank Miller et que ça risque d'être un peu bizarre, sachant que c'est du Frank Miller, mais pourquoi pas. Donald Trump, ça change tout. Je suis pressé de voir les synagogues kryptoniennes. Ah, pourquoi pas. Johnny, est-ce que ça te hype, toi qui aimes, c'est la personne qui aime le plus Superman autour de la table, je pense. Frank Miller a viré légèrement facho, donc je sais pas trop ce qui va sortir. Mais en fait, il a toujours été facho, sauf qu'il le montrait pas. Il y avait plus de nuances dans les trucs plus vieux. Et après, il a pas une histoire super positive au niveau de Superman. Il a présenté des opinions sur Superman qui sont pas toujours super positives non plus. Après, ça peut être intéressant, ça dépend comment il le fait en fait. J'aime bien son Superman de Dark Knight. C'est justement là où j'ai un problème. Ah ouais. Il marchait dans l'histoire, mais effectivement, il dénote de... Comment dire, c'est la représentation d'un Superman que lui voit avec certains défauts et une certaine représentation qui convient à l'histoire de Dark Knight, mais que quand tu vois ça, tu te dis pas, je vais prendre ce gars-là et lui filer Superman à faire, en gros. Après, ça peut être intéressant, mais c'est à voir. Ça va dépendre de la tronche que ça a et de comment il traite le sujet. Surtout que s'il a l'air d'avoir envie de partir sur le concept juif, je suis... Non mais c'est... Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Déjà, la tranche que ça va avoir, c'est Romita Jr. Donc... Ah oui, c'est vrai. Non, mais j'ai l'impression qu'il y a que moi autour de la table, ça te dérange d'avoir Romita Jr. Pourquoi pas, il a fait de belles choses. Hein. Il a fait de belles choses, et dès que ça s'étire un tout petit peu en longueur, il fait dessiner par son fils de 3 ans pour combler la deadline. C'est ça, là il y a que 3 numéros, il peut pas amortir la chute, quoi. Donc, tu fais pareil ton boulot quand on a marre de vendre des comics, tu files Je fais du Romita Junior, oui, tout à fait. Non, tu files à ton gosse. Ouais, bien sûr, mais ils vendent très bonnes choses. Ça m'étonne pas. Tu devrais tellement faire ça en vrai. Avec la collection qu'il a à la maison, ça va, il aura une belle culture. Ouais, non mais je veux dire, ramener ton gosse au magasin pour vendre des trucs. Tu le mets à l'entrée. À l'affect. Regardez, il est trop mignon. Regardez ce qu'il a dans les mains. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça s'appelle de l'esclavagisme, ça. Bravo.
Du coup, par contre, un truc qui me un peu plus autour de ce label, c'est qu'ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas de format fixe et que c'était les créateurs qui allaient un peu décider de ce qu'ils allaient faire. Donc pas forcément une mini-série, juste ils ont envie de faire ils ont envie de partir vers tel format ou vers tel truc et ils vont faire ce qu'ils veulent. Du coup, c'est pas mal et il y a des projets assez cool qui vont être annoncés, notamment un team-up entre Batman et Constantine par Brian Azzarello et son ami italien Libermero, avec qui il a déjà fait Lex Luthor par exemple ou le Joker. Et ça s'appellera Batman The Damned. Et moi Brian Azzarello, Libermero. C'est pile ou face Brian Azzarello. C'est soit bien, soit c'est de la merde. Après, il a fait un bon Hellblazer, hein. Donc pourquoi pas. Après, Constantine et Batman, moi j'aime quand Constantine on lui fout la paix. En fait, il est bien tranquille. Enfin, chez Vertigo, il est très voilà, bien. Laissez-le chez Vertigo, arrêtez d'essayer de le mettre dans des trucs de super-héros, vous allez voir, il est super. Hein. Mais essayez pas d'en faire des films non plus. Mais ça, on pourrait faire de très bons films. Celui qui Reeves encore, il était tout clean, tout propre, tout machin, mais il avait au moins une identité qui aurait pu s'en rapprocher. Oui, mais c'était pas la série télé, oui. C'était pas Supernatural, c'est sûr. Du coup, un autre truc qui moi me hype, c'est ce que j'appelle, mais je pense que les gens autour de la table ne seront pas d'accord, la meilleure équipe créative du monde qui va reprendre du service sur Batman, puisque c'est Scott Snyder et Greg Capullo qui vont se pencher sur Batman The Last Night on Earth, où le Caped Crusader se baladera dans le désert, un truc un peu post-apo. Caped. Oh my god. Avec sous le bras une tête de Joker vivante dans un bocal. Donc je prends. En fait, on va continuer le rêve qu'il a fait d'un Batman vs Superman dans le désert et on va s'apercevoir que c'était encore plus loin. Tu rigoles, mais c'était la meilleure scène du film. C'était la plus courte aussi. Je pourrais voir un film sur ça. On arrête le bashing autour de VS, s'il vous plaît. Mais il n'y a eu aucun bashing là. Non, mais c'est pour dire que ça pourrait être intéressant d'avoir une histoire sur Batman post-apo. Je sais pas ce qu'il y a dans le concept, mais c'est sympathique. Après, Batman 666 par. Après, c'est plus le concept Batman Joker. À chaque fois que je vois une annonce sur une histoire Batman et je vois Batman et Joker, je peux pas m'empêcher de genre sortir mon carnet, prendre ma page déjà bien remplie d'histoires sur Batman et le Joker et ticker une nouvelle. Mais là, c'est Batman avec une tête de Joker vivante dans un bocal. Je pense que tu n'auras jamais. Ouais. Alors, ça me fait penser à Lollipop Chainsaw tout de suite. Le jeu où c'est une pop-up girl tueuse de démons avec la tête de son petit ami accrochée à sa ceinture. Le truc de la tête qui parle et qui va sortir un nombre de conneries pas possible, ça a déjà été fait. C'est Futurama. Il y a Headlocker qui le fait. Les têtes dans un bocal. C'est Futurama. Effectivement. Mais sinon, il n'y aura pas que du Batman, puisqu'il y aura aussi deux histoires de Wonder Woman. Une de Kelly Sue DeConnick et Phil Jiménez. Est-ce que quelqu'un a déjà lu du Kelly Sue DeConnick Beach Planet par exemple? Non. J'ai feuilleté, mais j'ai pas. C'est ça, moi je l'ai feuilleté, mais sans plus. Ok. Et ça s'appellera Wonder Woman Historia The Amazon. Pourquoi pas. Phil Jiménez, c'est plutôt joli. C'est la partie qui m'intéresse le plus. Et moi, celle qui m'intéresse vraiment le plus, c'est Wonder Woman Diana Daughter par le génialissime Greg Rucka, qui a déjà fait il a fait du Wonder Woman qui est très très cool, et il a fait Gotham Central quand même. Et ça se passera dans un futur lointain où une jeune fille se lèvera pour porter un héritage très très héroïque et porter l'espoir sur un monde, je sais pas si c'est futuriste ou post-apo, enfin je ne sais pas trop. Et ça a l'air très cool. Enfin moi Greg Rucka ça me vend du rêve tout de suite. C'est ouais. Et alors ce Black Label, est-ce que ça vous... De ce que j'avais compris, moi il ferait des narrations beaucoup plus matures. Ouais bah oui, c'est vers quoi ils vont. Au truc classique. Et moi ce qui me faisait vraiment plaisir, c'était la possibilité que White Knight sorte en version non censurée. Ah oui, c'est d'après Sean Murphy. Je l'ai pas vu ça, moi. C'est non officiel pour l'instant. En gros, Sean Murphy avait, je crois qu'il avait fait un vote sur Twitter ou je sais plus quel. C'est sûrement Twitter. Ouais. Je crois que c'est Twitter où il avait demandé de liker pour savoir s'il y avait des gens intéressés par une sortie non censurée de White Knight. Oui, mais en même temps. Twitter, et ça sortait plus ou moins en même temps que l'histoire de ce label. Et ah ouais. Je pense qu'il voulait s'en rapprocher justement pour sortir la version qu'il voulait vraiment sortir lui. Ok. Et je pense que ça pourrait être une bonne chose. S'il y a un seul truc, enfin au petit tour de table, s'il y a un seul truc que vous retiendrez, que vous lirez peut-être, qu'est-ce que Normand? Non. Rien du tout. Ça dépendra des titres. Aujourd'hui, enfin, là, ils vont essayer de nous sortir un label où Image ça marche bien parce qu'ils font de l'indé et qu'ils font des trucs matures, etc. Donc, on va reprendre les mêmes trucs, mais rajouter un peu plus d'indé à l'intérieur. Donc, on verra.
Ce qui est bien, c'est que t'as les créateurs qui sont cool quand même. Hein. C'est pas des noms. Oui, mais c'est des dégueulasses, quoi. créateurs qui, à des moments aussi, ont fait des choses pas forcément top dans leur carrière. C'est pas le créateur qui fait le produit. Sean Murphy, ça se trouve, le Weinheim, moi je l'ai toujours pas ouvert et c'est une grosse daube. Ah non. Ça, je le sais parce que c'est Sean Murphy. Mais tu vois, tu te contredis. Non, mais parce que voilà, je m'attends à quelque chose de bien. Mais tu vas lire Joe et l'enfant intérieur, là, par exemple, il y a des gens qui peuvent être déçus. C'est du Sean Murphy. Oui, c'est pas lui au. C'est pas lui au dessin. Mais c'est pas lui au scénar. Non, il est qu'au dessin, c'est qui au C'est scénar pas déjà Grant Morrison. Si, d'ailleurs. Mais là- comme quoi. Là, le grand avantage, c'est qu'ils sont pas dans la timeline de Rebirth ou de. Ouais, Ils sont pas dans une continuité, donc je pense qu'ils auront vraiment les mains libres pour faire ce quelque qu'ils ont chose de envie, plus intéressant que faire Batman Metal. Oui, mais ça c'est facile. Je préfère la partie sur. Alors, c'est le bouquin de Deconic sur la mère de Wonder Woman qui m'intéresse le plus. Ah oui, je l'ai pas Parce dit. que c'est la création de l'île des Amazones et des aventures avec plein de trucs mythologiques à l'intérieur. Ça se passe à une époque qui est assez éloignée du reste de l'univers d'ici. Ça ressemble plus à une aventure épique mythologique que à super-héros et son super méchant classique. Et c'est plus pour ça en fait qu'autre chose. Ok, on va passer à une autre news. Ah non, toi t'as pas le droit. Non, t'as pas le droit, toi. Non. Oui, bah tu veux dire quelque chose maintenant qu'on est Greg Capullo, c'est mortel. Ouais, tu as raison, tu as totalement raison, même si tu viens de cracher sur Metal. Fallait pas cracher sur Metal. Tu cracheras dessus bien assez tôt. Ouais, faudrait que je les fasse. Ça fait au moins 5 mois de Batman en retard, mais bon, c'est pas grave. Du coup, on va partir sur Valiant. Je vous l'avais dit il y a quelques semaines, le rachat de Valiant par DMG devait booster un peu les projets ciné autour de l'éditeur. Donc, pour les gens qui ne sauraient pas et qui écouteraient pour la première fois, Valiant c'est un autre éditeur de comics, donc un autre univers. Et là, on va avoir droit à 2 films, donc 2 annonces de films pour l'instant. C'est Bloodshot qui sera réalisé par Dave Wilson. Dave Wilson c'est plus un spécialiste des effets spéciaux puisqu'il a bossé sur pas mal de jeux vidéo, notamment Star Wars The Old Republic, et il a aussi bossé sur les effets spéciaux de Avengers Age of Ultron. Donc c'est lui qui sera à la réal de Bloodshot. C'est lui qui a commis le raisin. Le raisin. Non. Non, je confonds avec le prochain Avenger. Non, ça c'est un autre Ils ont encore. transformé Thanos en raisin. C'est un autre débat. Le scénario sera assuré par Eric Acer, oui, qui a signé le très cool Premier Contact. Et ils nous promettent un film d'action bourrin comme dans les années 80 avec comme référence un peu Total Recall ou Terminator. Moi, oui, pourquoi pas. Et le rôle principal sera par Vin Diesel. C'est un peu ce qui moi me vend un peu moins de rêve parce que j'aime pas trop Vin Diesel. Je suis pas un grand fan de son jeu d'acteur. Et pour les gens qui ne sauraient pas, Bloodshot c'est une espèce de Punisher qui rencontre les pouvoirs de Wolverine et qui se bat contre des armes, des trucs guerrieros, ce genre de trucs. Moi je crois en Vin Diesel. Ah ouais, Carrément. Il a joué Groot. Non, mais. Il a joué Babysitter. Excusez-moi. Non, mais Excusez-moi sans aller du peu. jusque-là. Les chroniques de Riddick, Pitch Black. Si Fast and Furious on est encore là, c'est à cause de lui. C'est le genre de Oui. gars, son personnage porte la franchise entière à lui tout seul. Non Et mais ils en tu l'as vu le dernier où il joue. Apparemment il a toutes les scènes qu'il a jouées, il les a jouées sans les autres acteurs parce qu'il s'est embrouillé avec les 3/4 du cast. Ah ouais, Et mais la son, franchise tient sur ses épaules. Et son espèce de discours sur Paul Walker, bon, c'est triste pour Paul Walker, mais ce truc de fin, c'est tellement ridicule au possible. Et Mais après, pathétique. ce qu'il fait en dehors de la caméra, je m'en fous. Oui, non, mais c'est dans Ça, le film. là, tu- C'est dans le film, ça. Mais faut. Voilà, Où il après, improvise un discours sur son pote qui veut rien dire, quoi. Enfin, Ça marchait plutôt bien. Mais donc, comme je disais, Ouais, je la connais. franchise entière tient sur les épaules d'un seul gars. C'est le genre de gars où on arrive à un stade où c'est le seul dont les gens connaissent son nom. Et il a l'effet star power aussi, parce qu'il faut pas se mentir, un film pareil, il va surtout attirer des types de gens qui sont pas pris. Ils ont pris Vin Diesel parce qu'ils savent que ça va attirer des gens qui aiment voir des explosions. forcément. Et la question que je me pose au niveau du film lui-même, c'est comment ils vont faire pour les cheveux? Alors, Bloodshot, il a des j'y cheveux. ai pensé aussi. Ça, c'est moi le premier truc auquel j'ai pensé, c'est mais Bloodshot, il y a des cheveux. Après, soit, pourquoi pas. Vin Diesel a porté pas mal de trucs sur la tête, pourquoi pas. Mais c'est plus une question de réalisation et de. Parce qu'en soi, le concept d'un gros bourrin qui tabasse des méchants, il y en a 14 000. Des films comme les Terminator et Total Recall et autres, ils ont créé tellement de films du même style au fur et à mesure des années
Je pense que la grande force du film, ce serait est-ce qu'il va arriver à se tirer son épingle du jeu, être, je sais pas, stylistiquement plus intéressant ou quelque chose comme ça. Parce qu'en soi, c'est pas parce que t'as Vin Diesel nécessairement que ton film sera bon ou qu'il fera des masses de fric. Et l'autre projet, c'est Shadowman, qui sera dopé par deux grands noms du comics et du cinéma. C'est Reginald Hudlin, qui a bossé sur du Black Panther et qui a fait plein de séries télé, notamment il a bossé sur plein d'épisodes de Psych, il a fait plein de trucs. Et quelqu'un qui je pensais qu'il était à la retraite personnellement, c'est Joe Michael Straczynski, je crois qu'il avait annoncé qu'il arrêtait le comics et le cinéma pour faire du théâtre. Mais apparemment non, qui sera au scénario. Et moi ça me hype bien, de vétérans, des gens qui connaissent le comics et qui connaissent le monde du cinéma. Pourquoi pas. Moi je trouve que c'est un des personnages qui m'a donné le plus envie de lire du Valiant. Donc. J'ai cherché un résumé parce que j'en ai pas lu en fait du Shadowman. Je crois que c'est. Enfin, j'ai pas encore lu. C'est dans ma liste des trucs quand j'ai vu chez Valiant ce qui m'intéressait. C'est le nom qui a retenu mon nom. Je crois que ça se passe en Louisiane. Ouais, ça se passe à Nouvelle-Orléans. Voilà, qui parle avec. Je crois que c'est un ancien prêtre vaudou et il doit gérer avec des. Ouais, il y avait une dimension vaudou qui avait l'air assez sympa. Pourquoi se rire? Vas-y, exprime-toi. Non, bogué, d'accord, pourquoi pas. Je trouve ça c'est un peu plus original. J'attends de voir en fait. J'ai déjà vu La Princesse et la Grenouille. Donc non, les deux noms, ça vous parle pas? Straczynski, ça... Non. Ça me parle pas, je suis désolé. Hein. je fais un bide avec cette news, c'est pas grave. On a parlé de Vin Diesel. Ouais. Pourquoi pas. Du coup, un nouvel imprint chez DC, et cette fois après une série de 75 numéros qui a fait les beaux jours de Carrad Manger et de Vertigo et plusieurs spin-offs comme Lucifer, Def ou Dead Boy Detective, c'est Sandman qui revient sur le devant de la scène avec son papa himself aux manettes, puisque Neil Gaiman, donc qui a créé Sandman, a annoncé l'arrivée de Sandman Universe chez DC. C'est un imprint qui chapeautera lui-même. On va retrouver le monde des rêves chamboulé en proie au chaos sans son maître Orphée. Mais avec des nouveaux héros. Il va y avoir un one shot qui va un peu introduire ce nouvel univers, qui sera dessiné par Jay Ali, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, donc j'apprécie beaucoup le taf, notamment son Ozymandias qui était vraiment très cool. Donc il y aura, c'est pas Neil Gaiman qui scénarisera, mais il y aura 4 séries par 4 scénaristes différents. Il y aura déjà une première série qui s'appellera House of Whisper, qui sera chapeautée par Nola Hopkins, qui parlera d'une déesse vaudou qui va devoir gérer du coup la maison des soupirs ou des oui, les whispers, c'est les soupirs. Les murmures. Ouais. Ok. Une autre qui s'appellera Book of Magic, qui sera scénarisée par Kate Howard et qui va relancer apparemment une série qui existait déjà, qui sera centrée sur le personnage de Timothy Hunter, qui est un jeune magicien apparemment, et une autre qui s'appellera The Dreaming, qui sera autour de Lucien, le libraire du monde des rêves, accompagné par un corbeau apparemment, qui sera écrite par Sai Superior, et une dernière scénarisée par Dan Waters, qui sera une nouvelle version de Lucifer, où cette fois il sera aveugle et il sera dépossédé tous ses pouvoirs et piégé dans une ville qui ne peut pas quitter. Et donc moi je connais pas du tout l'univers de Sandman malheureusement, alors que putain. C'est le speech un peu abusé. Oui, c'est Lucifer, mais on lui a mis un handicap en plus et ce sera pas la même série. Il est obligé de porter des sabots tout le temps en plus. Il devra porter des shorts et des tongs avec des chaussettes. Voici le nouveau Lucifer. Non, mais sérieusement, enfin. Bah pourquoi pas? Moi, après, je demande de voir, on sait jamais. Mais arrêtons de toucher à ces trucs-là, c'est des classiques. Ouais, mais c'est chapeauté par Gaiman, donc ça peut. Enfin. Mais. Arrêtons, enfin, c'est comme si je te disais aujourd'hui, on va refaire une série Les 4 Fantastiques et ça va être chapeauté par Stan Lee. Parce que c'est le créateur, ça va être forcément. Le mec. Mais Stan Lee, c'est pas n'importe qui. Oui, non, mais. Mais au bout d'un moment, faut laisser aussi les trucs s'en aller. Transmétropolitane, on va pas redemander à faire une suite. The Boys, c'est fini. On va pas demander de faire une série supplémentaire en disant qu'est-ce qui va se passer à machin. C'est Ellis, non? C'est Ennis. Ennis. Mais pourquoi pas? Oui, mais non. Au bout d'un moment, c'est des œuvres. Enfin, Sandman, c'est une œuvre culte qui
on peut la laisser peinarde, on peut la lire telle quelle. On n'avait pas forcément envie de revoir de la suite. C'est le moment où Walking Dead va sortir, je prie pour que Robert Kirkman ne fasse pas un putain de spin-off. Parce que on aura une série qui sera terminée, qui va plus ou moins rentrer dans les œuvres cultes, ça on verra sur le moment. Et si ça peut permettre au jeune public de découvrir bouquin et tu réédites le livre surtout. Ouais. Et oui, tu réédites le livre, mais tu peux donner envie avec une nouvelle série, c'est pas. Bah en soi non, c'est pas un crime en soi, mais je comprends la position de Jordan parce que c'est tellement la mode de ramener les trucs pour ramener les trucs. Par exemple, où il y a une pub il y a un nouveau film sur Winnie l'ourson aussi. Mais c'est pas c'est pas du tout le même délire. Et le truc en fait, c'est que je comprends la position de Jordan parce qu'il en a marre qu'on ramène des trucs juste pour ramener des trucs, que ce soit avec l'auteur d'origine ou pas. Et le seul truc effectivement qui rassure un petit peu, c'est que c'est l'auteur d'origine qui chapeaute. C'est pas un gage ultime de est-ce que ça va être parfait, mais voilà. Et encore, il écrit pas, il chapeaute. Neil Gaiman, là en ce moment il est sur sa série Amazon, il est sur 30 millions de trucs en même temps comme d'habitude. Il est sur 3 séries je crois. 3 séries, bah oui parce qu'il est sur American Gods là où il chapeaute. Il est sur Neverwhere, Good Omens où là il est showrunner. Et sur le... Oui mais là il a peut-être pu choisir, enfin, moi je connais pas les scénaristes mais peut-être que c'est des, c'est des gens... Je sais pas, on verra ce que ça va donner. Moi je pense qu'il faut laisser un peu confiance le bénéfice du doute. Ouais voilà, d'ici peut... Non mais c'est bien d'élargir l'éventail d'offres. Après on prend ou on prend pas. Et en plus là c'est une série en dehors. Tu disais que bien il arrivait que Sandman arrivait dans l'univers de DC. Enfin, mais là il y avait je sais pas si c'était un clin d'œil. Vraiment, je pense que c'était juste un clin d'œil à une des bibliothèques. J'ai pas lu Sandman encore, mais en gros, il y a une bibliothèque ou un bibliothécaire. J'ai l'impression que Sandman, c'est le truc que tout le monde se dit, faut que je le lise un jour et que personne n'a lu. C'est quand t'arrives et tu vois que t'as 5 tomes à 30€ et tu te dis, bon, bah j'ai. 7 ou 8. Oui, parce que je compte pas le 0 et les préludes, etc. Il y a 75 numéros, donc forcément, c'est long. Non, c'est une grosse série. C'est une série qui était aussi culte que Fable. Moi, j'avais commencé Sandman. Après, j'ai préféré partir sur Fable parce que l'envie du moment. Mais c'était magnifique. C'était beau. Enfin, tu vois, c'est exactement le même exemple. Là, il y a la Horde du Contrevent qui sort en bande dessinée. D'accord, La Horde du Contrevent, grand roman de Damasio de science-fiction. Bilan, Damasio voit que la BD sort comme c'est en train de déchirer et il fait je vais sortir le 2. Pourquoi sortir le 2 ? Son bouquin, c'est par Damasio, oui, mais c'est fait par Damasio, mais son bouquin il est fini. C'est comme si je te disais aujourd'hui, bah finalement Frodon il avait peut-être pas jeté l'anneau bien correctement dans le volcan. Donc on va refaire le Seigneur des Anneaux. On va faire une suite. Il est con parce que t'as même pas besoin de faire de spéculation. Autour de la Terre du Milieu, t'en as des milliers et des milliers. Oui, mais autour. Il y a plein de trucs bien. Oui, mais autour de la Terre du Milieu, très pourri. Voilà, il y a des trucs où c'était complètement hermétique et il y a personne qui a lu le Silmarillion. Il y a pas beaucoup de monde qui a lu le Silmarillion. Il y a moi, mais oui, effectivement, il y a genre 3 pecnos et moi qui ont lu le Silmarillion. Mais t'as même pas besoin de faire de spéculation. Harry Potter, la pièce de théâtre, on dirait que c'est écrit par une. En l'occurrence, ça me fait marrer parce que elle chapeautait. Et elle est très proche de la gestion de ses adaptations ou autres. Et il y avait des éléments scénaristiques qui ont été imaginés par, en l'occurrence, je la connais, une fille qui l'avait écrit à 12 ans. Il y avait les mêmes éléments, à tel point que j'avais l'impression qu'ils avaient plagié son truc. C'était une fanfiction. Le livre, en fait, donnait cette impression d'être une fanfiction. Donc, comme quoi, c'est pas la peine de spéculer. On a des éléments réels, d'éléments. Là, c'est différent. Elle voulait pas le faire. C'était la pression des fans. Et... Elle l'a fait quand même. Personne l'oblige. La meuf, elle est millionnaire. Elle fait des films à côté et tout. C'est ça. Elle a besoin de thunes. T'as toujours besoin de plus de thunes. Personne, tu l'obliges pas, hein, J.K. Rowling. Que la famille royale. Plus t'es riche, plus t'as envie d'avoir plus d'argent. Ouais, bon, après c'est une autre question, mais tout ça pour dire que le fait que ce soit chapeauté par un auteur, c'est pas nécessairement un signe que ça va être nécessairement super bon ou super mauvais, ça peut être n'importe quoi. Mais du coup, Neil Gaiman c'est pas Joel Sisco, c'est un mec qui a quand même eu un niveau créatif. Il a écrit des trucs super. Tu lis American God ou merde, putain, là c'est maintenant que j'avais un de truc bons présages. Ouais, tu veux lire quoi, Violent Case. Il y a tout ce qui, quand tu compares à Stan Lee, le mec c'est un vrai c'est un grand à Stanley, excusez-moi. Oui, tu peux comparer à Stanley aussi si t'as envie, hein, c'est pas le même. Beaucoup moins bien la moustache. Mais niveau littérature, c'est quand même un grand nom. Le mec fait pas n'importe quoi. On en revient à J.K. Rowling. Oui, mais
Est-ce que la comparaison de J.K. Rowling dans les deux cas, t'as un auteur qui est vachement connu, qui a fait des bouquins qui ont été adorés par des millions de gens et qui fait plein de trucs à côté et qui un jour se décide à faire une suite ou... Oui, parce que et encore J.K. Rowling est plus connu que Neil Gaiman, hein. Ça reste encore... Oui. Neil Gaiman doit écrire en plus American God 2. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il est sur plein d'autres trucs à côté, donc on pourrait aussi faire un argument sur le fait que lui aussi, visiblement, il a envie de se faire des sous. Oui, ce qui est pas un mal en soi, mais voilà, c'est juste que elle était tranquille, cette série. On lui ne demandait rien. Elle était là, elle vivait sa retraite. Ouais, c'est vrai. Mais c'est à peu près la même chose. Il a déjà fait plein d'hors-séries autour qui étaient cohérents, etc. Le fait d'avoir fait des hors-séries, ça veut dire que ça se trouve, on va pourquoi à un moment pas cohérent parce que il peut y a tout arriver. À chaque fois qu'on va nous faire un nouveau film, c'est exactement le même souci qu'on a eu avec Agents of Shield. C'était un truc fait à côté de films qui perdait sa cohérence. Parce que forcément, au bout d'un moment, t'as une série canon et on va faire plein de trucs autour qui vont remettre en question des trucs qui vont se passer peut-être dans la série canon, remettre en question. Donc c'est pas pareil, la série elle est plus en cours, Sandman, c'est fini. Oui, mais c'est pas parce que c'est fini que tu peux pas remettre en question. C'est le même débat plutôt qu'avec Watchmen et Before Watchmen. C'est à côté, les gens peuvent broder autour. Tous les trucs de. Enfin, tu peux dire ce que tu veux sur Before Watchmen, c'est quand même de qualité. Quand tu lis Minutemen, quand tu lis. Ça a pas la même patte, ça a pas le même impact. Before Watchmen, réellement, il n'y a même pas les TPB qui sont sortis en France parce que ça n'a pas marché. Il y a tout le côté Watchmen, Alan Moore, Dave Gibbons. Il y a une aura autour. C'est pour ça que tu dis ça. Moi, je suis sûr que scénaristiquement parlant, Minutemen c'est tout aussi construit que. Mais j'ai pas dit que c'était pas construit. Mais c'est aussi bien construit, c'est cool. C'est différent parce que Before Watchmen, moi je l'ai vu comme un hommage à Watchmen. C'était des groupes c'était des groupes d'auteurs qui se sont réunis pour faire un hommage à un truc qui les avait vraiment marqués. Là, on relance des séries, on n'a pas annoncé une durée limitée, c'est pas juste un truc ponctuel pour rendre hommage. C'est des nouvelles séries qui vont démarrer. Je crois que c'est des ongoing, non ? Je sais pas du tout. C'est parti. Enfin, en général, quand tu lances un label, c'est pour une série un continue, oui, à mon avis. C'est comme si tu m'annonçais aujourd'hui une série ad hoc. C'est comme si on me disait aujourd'hui ça va être RG, ça va être compliqué, mais ça serait chapeauté par RG, mais on va faire une série ad hoc en complément de Tintin. Au bout d'un moment, laissez-les tranquilles. L'univers de Tintin, ça pourrait être intéressant. Il y a peut-être des trucs cool à faire autour de l'univers de Tintin. Une BD Dupont et Dupont. Alors génial. Là, ça serait top. Et puis on le fait rencontrer Spirou et Gaston Lagaffe et les Tunis Bleus. Mais voilà, c'est au bout d'un moment. Spirou, ça continue encore. Mais Spirou, ça continue encore, mais la série canon, elle met énormément de temps à sortir des tomes parce que il y a un regard. Et en même temps, oui, c'est parce que. Mais t'as aussi t'as tout ce qui était Histoire 2 autour de Spirou, etc. Il y a plein de choses autour de Spirou, mais c'est parce que ça rapporte du pognon. Les deux derniers qui sont sortis, c'était médiocre, c'était nul. Les gens, ils l'ont acheté. Il y a des gens à la boutique qui passent en disant, je sais que c'est naze, mais je les ai tous. Ah d'accord. Tu vois, c'est là encore le souci, c'est un gros souci dans la franco-belge ou dans n'importe quelle série. On a fait peut-être très très long sur cette news. On va finir avec une dernière que je trouve plutôt sympa. C'est Karl Urban qui a annoncé, enfin qui dénonce, je dirais même, puisque cette semaine, je sais pas si vous êtes au courant, Alex Garland, donc qui est connu pour Ex Machina, qui a écrit le scénario du Dredd avec Karl Urban, sort un film qui s'appelle Annihilation avec Nathalie Portman, qui sort aujourd'hui sur Netflix. Donc je ne sais pas de quoi ça parle, mais le réalisateur est très cool, donc jetez un coup d'œil. Le mec en interview a dit, ah mais vous savez, au fait, tout le monde dit que le premier film de Alex Garland c'est Ex Machina, mais non, pas du tout. En fait, son premier film c'est Dredd, parce que Pete Travis, donc qui est le réalisateur officiel de Dredd, s'est fait jeter comme un malpropre par la production en plein milieu de son film, et c'est Alex Garland qui a récupéré la réalisation. Et il disait, en fait, pour moi, donc pour Karl Urban, la première réalisation d'Alex Garland, c'est Dredd. Est-ce que vous l'avez vu autour de la table, Dredd? Oui. C'est plutôt sympathique. C'était super chouette. C'était digne du comics. Tu vois pas le visage de Dredd, c'était ultra violent. T'avais l'impression de lire la vieille série. C'était pas le film à la con avec Stallone.
tu vas te faire des ennemis en disant ça. Film à la con. Je le redis encore en plus, comme ça j'aurais vraiment des ennemis. Non mais on était... le film avec Stallone c'était les années 80, il fallait censurer, etc. Enfin on pouvait pas faire un truc comme ça. Là c'était un film qui savait qu'il allait pas fonctionner. Donc ils ont pris la liberté de juste faire... comment ça s'appelle le film avec le mec qui court. Un petit pitch pour les gens qui n'auraient pas vu le film. Alors déjà le Judge Dredd c'est une bande dessinée des années 80-90 où on va suivre un flic dans une grande ville futuriste qui s'appelle Mega City. Et c'est un flic ultra violent. C'est un flic qui est flic, juge et bourreau. Hein, on connaît tous cette phrase culte. Et il avait été adapté en film avec Stallone. C'était on retient un nanar, voilà, on en retient comme un nanar très sympathique. Donc Dredd, là, le film, c'est uniquement une enquête, enfin une intervention de Dredd qui arrive dans un bâtiment, le fait fermer complètement, et c'est qu'au dernier étage il y a des dealers qui vendent une drogue qui ralentit le temps pour les gens qui l'utilisent, et il va monter avec un flingue. En fait, c'est The Raid, mais avec un gros flic bourrin et quelques éléments un peu surnaturels sur les bords. Et Max Payne. Il n'y a pas vraiment de surnaturel. Non, mais je veux dire, le concept de la drogue qui ralentit le temps et tout ça. Bah, mais ça, c'était juste une drogue. À un moment, enfin, moi, je sais que la scène qui m'a marqué, c'est un moment, elle s'amuse, elle fait, vous allez voir que la chute va être très longue. Et elle pique un mec et elle le jette du dernier étage. Et tu vois sa chute. Et le mec, c'est magnifique. Et le mec, pendant tout le truc, vu qu'il l'a vu au ralenti, il sait qu'il va crever. Et c'était super beau. Il y avait des risques, il y a l'ENAD. Ça part pas. Enfin, ça veut pas aller plus loin que ce que c'était comme comics. Oui, c'est bourrin. C'est bourrin et bien fait, c'est fun. Il y a Urban qui est très bien dans le rôle. Qui est excellent. Et stylistiquement intéressant. C'est probablement le truc que je regrette le plus avec pas mal d'adaptations de comics, c'est trop réaliste entre guillemets. Et j'aime bien les films qui prennent le parti de faire des trucs visuellement ou jeux de caméra ou sonores un peu sympathiques qui rappellent ce que tu peux faire avec le dessin tout simplement. En tout cas, je serais très fier s'il disait que c'était bien son premier film. C'est vrai qu'on attend l'annonce de Alex Garland mais c'est dommage pour le pauvre Pete Travis qui va se faire virer d'IMDb son film peut-être, je ne sais pas. Donc voilà, je trouvais cette news plutôt marrante. En plus, ça finit sur un truc marrant. Et on va passer à la pause musicale. J'ai envie de vous passer du Scar on Broadway. Donc c'est le groupe spin-off de, ça reste dans le thème, le groupe spin-off de System of a Down, et la première c'est Enemy. Et donc, contrairement à ce que disait Jordan, ce n'est pas Sum 40 of the Zone. Non, c'était Scar on Broadway, le groupe du guitariste et du batteur de System of a Down. Et la chanson s'appelait Enemy. J'aime beaucoup ce groupe, il est vraiment très cool. Et du coup, on va passer à Deathstroke Rebirth, qui est sorti ce mois-ci. Il y a 2-3 semaines, je crois, chez Urban. Il y a une semaine ? Une semaine, je crois. Okay. Ça fait une semaine qu'on l'a à la boutique. Donc on va demander à notre cher ami Jordan qui va improviser parce que je pense que c'est toi qui connais le mieux Teen Titan, puisque Deathstroke c'est un ennemi des Teen Titans qui maintenant est apparu dedans. Mais c'est un ennemi important de... Non, j'avais en idée que c'était... Aujourd'hui, dans la série animée, oui. Parce que c'est le gros méchant de la... Je parle de la vraie série animée. Vous avez 2 séries, on a déjà fait le débat plein de fois. Teen Titan Go, Teen Titan. Donc Teen Titan, pour les gens qui ne savent pas du tout, c'est... Teen Titan, c'est la Ligue des Justiciers en jeunesse. C'est Robin... Aqualad. Les équipes changent plus ou moins sur les bouquins. L'équipe généralement connue, c'est celle de la série animée. Donc Robin, Teen Titan, Cyborg, Raven... Beast Boy et Starfire. Après, toi, Aqualad par exemple, c'est déjà, on est sur soit les Titans, on est déjà plus dans le teen. Ouais, moi, ça dépend de la période. En fait, je pense à Young Justice aussi. Oui, Young Justice, de toute façon, c'est Teen Titan en un peu plus grand. Ouais. C'est juste qu'ils voulaient pas mettre le même nom pour pas perturber les gens. Mais c'est du Teen Titan. Et on n'a pas Deathstroke dans toute la série. Ok, donc c'est Deathstroke qui apparaît dans... Donc moi je pensais vraiment que c'était le méchant qui était... Donc du coup ça vient de la série animée, ça, cette idée-là. Cette idée-là, ouais, elle est venue dans la série animée. Après Deathstroke, je crois qu'il est vraiment apparu par contre dans la série... Et encore, je suis même pas sûr, je crois qu'il était apparu dans Batman, et puis après c'est devenu le méchant, un des méchants de... Je crois qu'il est décrit par Perez quand même... Perez, merde, je sais plus. C'est un des scénaristes connus sur Teen Titan. Non, du tout. Non, mais voilà. je repartais dans la lecture. Oui, non, mais c'était vraiment préparé. Donc voilà, Deathstroke, c'est un espèce de mercenaire
On le connaît avec. Si vous avez vu la série Arrow. Oui, non, vous savez, il y a un monsieur avec un masque noir et orange. Nous ne faisons pas de lien avec cette série nulle. Mais surtout avec Manu Bennett qui est le pire acteur du monde, quoi. Non, mais c'est pas grave. Ça fait le lien. Oui, il y a des gens qui l'ont vu. Ça permet de remettre dans le contexte. Voilà, c'est un méchant que tu vois dans Arrow. Ouais. C'est un méchant que tu vois dans Green Arrow, donc dans la série. C'est un mercenaire. C'est un mercenaire, donc qui paye là. Qui a pris une drogue pour être encore plus fort. Oui, qui a des réflexes surpuissants. C'est Batman en 2.0. C'est avec Batman un œil en camé. Et qui est mercenaire et qui n'hésite pas à tuer des gens. C'est Batman qui camé, il n'hésiterait pas. Mais à la base, il est très méchant. Ouais, maintenant il est plus très méchant. Ça pourrait être le premier Batman à l'époque où Batman, quand il a été créé, il avait des pistolets et qui tirait sur les gens. Ouais, c'est ça. Mais il y a des katanas maintenant, en plus. En fait, c'est Deadpool en pas marrant. Ouais, voilà. C'est Deadpool qui fait pas de blagues. Ben non, parce que c'est Deadshot qui fait les blagues. Du coup, ils ont divisé en deux. Ils ont pris Deadpool, ils se sont dit, ouais, on va. Et en fait, s'ils fusionnent, voilà. On verrait Deadpool. C'est pour ça que lui, il s'appelle Slade Wilson et que Deadpool s'appelle mais Wade Deadshot, Wilson. il fait pas vraiment des blagues. C'est Captain Boomerang qui fait des blagues dans le comics plus. Il est serious business, Deadshot. Vite fait. Oui, moi, parce que j'ai lu, généralement c'est le plus sérieux. Si tu lis Rebirth, ils font tous des blagues maintenant. Effectivement. Celui qui est rigolo, c'est Captain Boomerang plus dans la Suicide. Et comme on est dans Rebirth, Deadshot maintenant fait des blagues. Il fait des blagues, ouais. Tout le monde fait des blagues. Il s'est fait Suicide Squadisé et il est devenu un gentil qui fait des blagues. Ça me ferait mal d'avoir ce verbe accolé à côté de moi. Suicide Squad. Je pense que c'est un terme qu'on devrait développer. Et Johnny commence à lire son comics maintenant. Ça arrive de plus en plus souvent. la review dans une heure. Je regarde les noms à nouveau parce que la liste des collaborateurs sur ce bouquin est un peu kilométrique. Et du coup, c'est toi qui devais faire la review. C'est complexe à faire, c'est très très complexe. C'est vrai que tu n'as pas aimé le comics. Ce livre, je peux même pas faire un synopsis du truc parce que la narration est tellement floue. Et les personnages sont pas introduits correctement et rappelle peut-être qui l'a fait avant de faire le synopsis. Alors donc, le scénario est fait par Christopher Priest, que je connais principalement pour son boulot sur Black Panther. Comme beaucoup de monde, je pense. Et boulot sur lequel justement il avait aussi une narration qui est très décousue, où il faisait beaucoup de flashbacks et beaucoup de séquences où il joue en fait un petit peu avec les nerfs du lecteur. Mais le truc c'est qu'il faisait ça de manière assez intelligente, il arrivait à faire des gags qui étaient super drôles, il arrivait à faire des subversions d'attente. Tu l'avais pas lu la review sur Black Panther, tu l'as vu maintenant son run sur... Oui, j'ai lu quasiment tout ce que je pouvais sur Black Panther. Et est-ce que tu disais que les gens disaient que c'était le meilleur run? Oui, je peux comprendre pourquoi. Parce que c'était justement... Enfin, il a remis au goût du jour le personnage. C'était fait sur le point de vue d'un personnage qui lui vient des États-Unis et qui a absolument aucune connaissance d'une communauté comme le Wakanda pourrait être. Enfin, c'était super intéressant parce que il y avait pas mal d'humour, il y avait pas mal de nuances intéressantes et il a créé une aura autour du Black Panther et enfin voilà, il y avait beaucoup d'éléments narratifs intéressants, beaucoup de personnages qui avaient été introduits qui étaient cool. Le concept des Dora Milaje, la garde royale composée de femmes qui protège le Black Panther, c'est lui qui a eu l'idée par exemple. Donc ouais, que tu conseilles. Ouais, donc c'était un bouquin que j'aimais beaucoup et du coup, enfin, j'ai pas commencé à lire Deathstroke en ayant des idées particulières de comment ça allait être, mais c'était pas nécessairement aussi. Enfin bref, de toute façon j'y viendrai après. Le dessin de Deathstroke est fait par, donc comme je disais, la liste est un peu kilométrique et c'est justement la colonne où c'est un petit peu long. Il y a Carlo Pagulayan, il y a Larry Hama, il y a Joe Bennett, l'ancrage est fait par Jason Paz, Mark Morales, Belardino Brabo et la couleur est faite par Jeremy Cox. Du coup, les changements de style sont pas drastiques. Enfin, en tout cas, j'ai pas remarqué de changement de style drastique à l'intérieur du livre. Donc au moins ça, c'est relativement sympathique parce que je sais qu'il y a des livres notamment super-héros où quand ils commencent à changer les artistes, ça devient un peu le bazar très rapidement et un peu décevant des fois. Oh oui. Et donc en fait, donc, comme je disais, présenter l'histoire c'est compliqué parce que ce livre part du principe que soit tu sais déjà qui est Deathstroke, non seulement tu sais déjà qui est Deathstroke, mais en plus tu sais déjà qui est son cast secondaire. Donc, à la manière même dont le livre commence, on dirait un peu un James Bond dans le sens où ça commence avec une mission qui n'aura pas d'importance sur les missions à venir ensuite. De la même manière qu'un James Bond a tendance à commencer avec une mission annexe que James Bond fait juste pour te montrer comment il est.
et comment il accomplit ses missions, et ensuite il part dans le vrai sujet du film. Là c'est un peu le même principe, le problème c'est que la manière dont c'est géré, tu sais pas trop ce qui se passe. Ça commence avec un espèce de complot politique sur un chef africain, c'est un dictateur africain qui massacre son propre peuple et qui s'appelle le Lion Rouge et qui s'habille exactement comme le Black Panther mais en rouge. Et c'était. Bah oui, il s'appelle le Lion Rouge, il va pas s'habiller en. Non, mais je veux dire, il s'habille comme le Black Panther. C'est le costume du Black Panther, mais en rouge. Mais dans le bouquin, il l'a pas son costume. Et c'est le. Si, il le porte à un moment. Et c'est le leader d'un pays africain. Enfin, ça avait un côté un peu. Je récupère ce que j'ai pas pu faire avec Black Panther et je le mets dans un autre livre parce que j'ai l'occasion. Et ce personnage n'apporte pas grand chose à l'histoire en termes de narrative. Enfin, de la narration en large, on va dire. Ça a l'air d'être le genre de personnage qui va revenir souvent. Mais ouais, ça commence avec une mission pseudo-politique avec des poignardages dans le dos. Et tu te dis, ok, ça va être sur le renversement d'un gouvernement. Et ensuite, ça change parce qu'il décide d'aller courir après un de ses anciens collaborateurs qui tient un bar. Et ensuite, ça change à nouveau parce qu'il décide d'aller retrouver sa fille qui apparemment a sa tête mise à prix. Et le gros thème de ce livre, j'ai l'impression, c'est qu'il essaie de faire une histoire sur le fait que Deathstroke est presque un psychopathe, parce que il est extrêmement détaché, il a eu des tragédies dans sa vie, il a eu une vie familiale pourrie, il essaie de rattraper ça avec la nouvelle gamine qu'il doit protéger, mais étant donné que tu connais pas les personnages secondaires et qu'il les introduit pas correctement, il te montre sa femme et ses enfants et tout ça, mais tu sais pas exactement ce qui leur est arrivé. Il te les montre dans des flashbacks qui arrivent un peu comme un cheveu sur la soupe, en plein milieu d'autres événements qui se passent dans le présent, et au bout d'un moment t'es un peu perdu et tu sais plus trop ce qui se passe. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de repartir en arrière pour relire des chapitres parce que je me disais c'est pas possible, j'ai manqué quelque chose. Je suis à 3 chapitres à l'intérieur du livre et je sais toujours pas ce qui se passe. Donc voilà, après le dessin est vachement sympathique, j'aime bien, enfin il est compétent en fait, mais j'ai aucun moment en dehors de quelques cases avec des gags relativement marrants. J'ai pas eu. Tu peux le décrire en 2-3 mots. Assez réaliste, mais c'est comment dire, c'est l'image de ce que c'est les canons d'ici. Voilà, c'est quand tu penses bouquin super-héros, tu penses à ça en fait. Donc j'ai pas eu de moment où ça m'a marqué particulièrement. Il y a une case dont je me souviens avec Batman qui jette un sac et j'ai trouvé ça rigolo. Mais c'est probablement la seule chose. Et j'aurais tendance à vouloir priser sa capacité à écrire des personnages avec des dialogues qui sont sympathiques et assez je me souviens principalement de Damian Wayne parce qu'il est rigolo et il arrive à en faire un véritable petit. Enfin, t'as envie de lui mettre des baffes. Et donc Damian Wayne était sympa, Batman était. Enfin, il était ok, c'était Batman. Et les autres personnages sont un peu froids et c'est un peu une grosse masse de. Je vais pas dire cliché, mais c'est un petit peu ça. On en parlait avec Jordan et je lui disais, si tu n'as pas nécessairement connu des masses de bouquins dans ce style et que t'as 12 ans, ça sera probablement un truc que t'aimes bien. Mais en fait, en discutant avec vous avant, je me suis rendu compte, vous aimez pas le mainstream. Est-ce que vous allez lire du Batman? Non, pas tellement. Il y a des très bons runs sur Batman, il y a des très bons trucs. Mais là, je rejoins tout à fait. Toi, tu vas peut-être plus. J'en lis de moins en moins du mainstream. Mais Romain et Jordan, c'est vraiment pas les lectures, les Juni et Roman. Juni et Jordan, putain mon dieu. Ah la vache, je suis fusionné. C'est pas vers les lectures vers lesquelles vous allez aller. Non, mais on y a été. Moi j'ai du DC Renaissance, mais maintenant que c'est fini DC Renaissance, le Rebirth m'intéresse plus. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que j'ai l'impression de l'avoir déjà lu. Ouais. On a une phrase. Il a sorti une phrase, je pense, qui est très juste. Ou dans cette version-là, je serais Mel Gibson. On est trop vieux pour ces conneries. C'est ça, c'est la même raison pour laquelle j'ai fini par lâcher le shonen manga, parce qu'au bout d'un moment, mais moi je suis plus vieux que vous et ça m'a plu, j'ai passé un bon moment. Je trouve que ça introduit bien le perso. Je connaissais aucun des protagonistes autour de Deathstroke. Ils ont introduit chaque. Bon après, forcément, faut lire c'est vraiment ce genre de bouquin où il faut lire l'éditorial avant, sinon vous allez rien comprendre. Mais une fois que tu l'as lu, tu t'intègres qui est qui et c'est introduit plutôt. Moi je trouve que c'est très mal introduit. On essaye de nous vendre une narration hachée entre passé, futur, etc. Et puis après on nous ramène, parce que c'est un relaunch et que du coup on recommence à zéro, donc il faut pas l'oublier. Donc là on a une case par exemple où le mec il dit: toi mon ami génétiquement amélioré, guérison accélérée, force et réflexes améliorés, intelligence augmentée.
Putain, c'est la page 3 où on voit Dextrox, quoi. C'est vraiment... C'est trop lourd, c'est ultra lourd. T'as des trucs où t'avances, tu bites rien, tu sais pas qui est qui, et puis d'un coup, on t'assème des trucs que... Enfin, c'est trop lourdingue, ou alors tu comprends rien. Il y a des révélations sur sa famille qui sont faites au chapitre 5, alors que t'en avais besoin dès le départ pour comprendre les choix qu'il fait. Moi, j'ai pas passé un mauvais moment en lisant ce comics. C'est pas la série du mois, mais je vous trouve un peu méchant avec. C'est pas mauvais. C'est pas méchant. On dit pas que c'est mauvais. On dit qu'on a passé un moment. J'ai pas dit que j'ai passé un mauvais moment et que j'allais foutre au feu ce bouquin. Je dis juste que j'ai l'impression de l'avoir déjà lu. Moi je dis que je le donnerais à un gamin de 12 ans. Parce qu'il en tirera plus que moi, comme j'ai déjà lu plein de trucs dans ce style. Enfin c'est ça en fait, c'est pas mauvais. C'est juste... C'est une discussion que j'ai avec plein de gens sur le fait que les super-héros, c'est pas un format qui est fait pour être lu par des gens de 30 ans et plus qui lâchent jamais le concept du gars en costume coloré qui tape sur des méchants. C'est fait pour les gosses et ça me dérange absolument pas de dire que... T'as plein de gens qui ont 30 ans et plus qui lisent du format. Oui, non mais ce que je dis, c'est que le concept même du truc est pas fait pour eux et le fait de s'accrocher comme ça au truc, quand on tombe sur un bouquin comme ça, c'est pas un mal que ça soit plus orienté vers les enfants, c'est pas grave. Regarde le souci qu'il y a par exemple quand Spider-Man se remarie, que Spider-Man redevient lycéen parce que machin, parce que truc. Les mecs qui ont lu 900 numéros et à chaque fois ils te disent Spider-Man c'est devenu de la merde. Non, c'est parce qu'au fait les trucs qu'on remet, parce qu'on remet au goût du jour certains détails de Spider-Man, c'est fait pour les nouveaux lecteurs, c'est pas fait pour les mecs qui en lisent depuis 15 ans. Et qui, soyons honnêtes, sont censés, en termes de clichés de développement personnel, sont censés avoir dépassé ce type de trucs. Regarde, Batman, la série là, canon Rebirth. Moi je m'ennuie beaucoup là-dessus parce que ça va, j'ai lu la DC Renaissance, j'ai fini la DC Renaissance, ça me va. Aujourd'hui si je veux lire du Batman, je vais lire le White Knight parce que je pense que ça va me plaire. Je lirai le Metal parce que je pense que ça va me plaire parce qu'il y a plein de trucs rigolos. Il y a des jolies images et que ça a l'air rigolo. Mais je vais pas retourner dans la série 4, je peux pas, j'y arrive plus. Justice League, j'ai commencé le Rebirth, je me suis dit c'est exactement le même principe que le Rebirth que j'ai déjà lu. Ça va commencer avec une grosse bataille épique où on voit juste en mode ouais, on est les plus forts. Et puis après, il y a un vrai scénario qui commence. Et puis ce scénario-là va arriver à une fin. Et puis à cette fin-là, ils nous feront un nouveau truc qu'ils appelleront Rebirth. Le monde ne sera plus jamais le même. C'est ça. Et finalement, ça sera pas Bruce Wayne, mais une autre personne qui sera Batman. Et là, ça sera vraiment le choc. En 2 mois. Mais c'est ce truc-là. Là, je m'ennuie. Je m'ennuie sur ce genre de série là parce que j'ai l'impression d'avoir vu Deadpool. Pourquoi je lis plus du Deadpool? Parce que j'en ai lu quand j'avais 15-16 ans. C'est parce que j'ai l'impression d'avoir lu tout ce qui était faisable là-dessus. Parce qu'il n'y a pas de nouvelles choses qui vont m'étonner ou de nouvelles narrations. Mais tu vas peut-être passer à côté de trucs vachement cool sur la... Sûrement, mais c'est qui pourrait te plaire. Regarde, si tu pars sur ce que tu vas plus, t'aurais pas lu Vision parce que t'as lu tout l'univers. Non, parce que Vision, c'est encore autre chose. Vision, c'était une série courte concentrée sur un truc qu'on n'avait jamais vu, la vie personnelle de Vision. Ça m'intéresse plus, j'ai plus envie d'en lire. Il a pas dit ça, lui-même il a dit qu'il lisait White Knight et autres parce que le traitement est différent et plus mature. C'est le traitement du personnage. Deadpool, ça t'énerve parce que c'est toujours la même chose. Oui, enfin moi j'aime pas. Parce que c'est le traitement du personnage. Là, Scotty Young va faire le prochain relaunch là de Deadpool. Ça pourrait être marrant, le fait que ça soit Scotty Young, je lirai le début. Je vais m'apercevoir qu'en fait il est tenu par des chaînes et que ça va être exactement la même chose que tout. Et je vais abandonner parce que dans ma bibliothèque j'ai déjà du Deadpool qui va ressembler à ça. Si je dis pas, je dis pour ça d'ailleurs. Voilà, Vision c'était très bien fait, le Black Widow, le Moon Knight, si le Rocket Raccoon. Et que du coup t'étais pas au fait des sorties, tu pourrais te dire ah bon bah c'est bon, enfin si c'est pour lire du Deathstroke tout le temps, tu passerais à côté de. Mais c'est ce qui t'explique, c'est qu'il ne pas du Deathstroke tout le temps. Je lirais pas du Deathstroke. Oui non mais du coup tu passeras à côté de trucs comme The Vision parce que tu saurais pas forcément que. Parce que The Vision c'est une autre série à part, parce qu'au bout d'un moment, enfin tu te renseignes, c'est autre chose, tu te renseignes. Ouais. The Vision, réellement, moi quand je le vends à des gens, je le vends à des gens qui ne connaissent rien aux super-héros et qui me disent les super-héros, c'est tout le temps de l'action avec des slips et des capes. Tu vois, c'est ces espèces de clichés qu'on a toujours, et ben tu démontes le cliché avec des séries comme ça. Tu montres que c'est possible de faire autrement. Autre chose, et des choses plus personnelles. Le Nightwing, pas le Nightwing, le OK. De je sais plus qui, vous savez, le de Faction. et Voilà,
C'était une autre vision du personnage, c'était une autre construction. Et c'est pour ça que je l'ai acheté quelque d'ailleurs. chose de classique. C'était quelque chose qui m'a surpris sur la lecture. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé, pour rester sur Deathstroke, j'ai trouvé la lecture sympathique. Le côté familial, c'est très d'ici d'avoir quand on voit Batman avec la Bat Family, qu'il ait des liens familiaux, qu'il essaie de construire avec ses enfants et d'essayer d'avoir un héritage un peu. Je trouvais ça intéressant. Le perso est sympathique au demeurant, bon, même s'il est un peu, comme vous disiez, il a une personnalité. Moi j'ai trouvé ça chelou d'un coup il est une fille, c'est marrant parce que dans le dernier Deadpool on apprend qu'il est une fille aussi, donc ils évoluent en même temps, c'est rigolo. Oui, ça fait un moment qu'il a sa fille en fait. Il l'avait dans les Teen Titans, on la voit sa fille. Moi, c'est plus sa personnalité, ou plutôt son absence de personnalité qui me perturbe le plus. Mais il a pas la même personnalité dans la série Teen Titans ou c'est Oh non, il est très différent dans la série animée. Il est plus joué comme un genre de maître manipulateur qui fonctionne dans l'ombre. Et l'essentiel de la série, c'est un vrai méchant. Ouais, l'essentiel de la série, c'est pas lui qui se bat, c'est les autres gars qu'il a engagés pour taper sur des gamins de 15 ans. Alors qu'à l'époque du syndicat du crime, Deathstroke, il était ultra haut placé dans toutes les grands trucs. Quand Luthor, il avait réuni tous les super méchants du globe, il y avait un petit groupe de super méchants et il en faisait partie. C'était une des têtes pensantes du truc. Là, dans la série, c'est un mec, tu peux aller tuer machin. Ouais, mais tu vas pas faire il va sauver des gens. D'ici, ils vont pas faire une série sur un mec qui bute des gens sans qu'ils soient un minimum sympathiques. Pourquoi pas? Mais il est pas sympathique. Oui, non, mais ils le font pas, ce genre de truc. Mais oui, mais c'est ça, c'est peut-être ça le truc ils auraient peut-être dû attendre leur Black Label et le mettre là-dedans et faire un truc sur un vrai méchant. Tu lis Le Tueur de Mats, c'est de la franco-belge. C'est l'histoire d'un tueur à gages qui, dans toutes les séries, à chaque fois qu'on a quelqu'un qui a un métier méchant, on va nous dire oui, mais au fond il est gentil. Dans Le Tueur, c'est un méchant. C'est un méchant qui bute juste pour son pognon et pour son plaisir. Et c'est toute la série qui est jouée là-dessus, et c'est des événements qui vont lui arriver qui vont nous faire intéresser. Mais il a jamais été sympathique. Regarde le Lex Luthor de Azzarello et Bermero. Le Lex Luthor est toujours le dernier des fils de pute et un méchant, mais il était quand même sympathique parce que pour lire une série sur Fox, qui en fait, tu comprends du coup. Le souci là, c'est pas qu'ils aient voulu. En fait, le problème de ce Deathstroke, c'est qu'ils essaient de lui donner une fibre familiale, douce, etc. Ils ont une scène qui est entièrement dédiée à t'expliquer que sous ses travers de à la James Bond froid, il est aimant et qu'il s'en préoccupe de sa fille, mais il a pas de. Il est pas amical, il te donne pas vraiment envie en fait. Il est juste froid, c'est un mur avec un flingue dans la main. Et c'est ce que ça devrait être. On ne devrait pas chercher à lui mettre des émotions. C'est un peu au milieu en fait, il n'y a pas de parti pris, on va dire. Les vieilles séries de Nick Fury. Il était froid manipulateur. Il était froid manipulateur, c'était un espèce de James Bond dans le milieu des super-héros. Ça marchait parce que il avait cette personnalité-là. On n'a jamais essayé de faire en sorte, mais en réalité, c'était un homme doux et tendre. Non, on s'en fichait que c'était un homme doux et tendre. Ce qu'on voulait, c'était voir ces scènes, de voir comment il allait régler son souci, comment il rentrait dans les bases, etc. C'était l'action. Nick Fury, il était pas sympa. Et DC a déjà fait des trucs sur des vilains en étant pas aussi corporate. Celui sur Cobblepot. Il était vraiment intéressant. Moi, j'ai vraiment aimé celui sur le pingouin. C'est un personnage qui est très pathétique tout le temps. Et on n'essaye pas au final, au début, on dit on a de la peine pour lui. Mais au final, c'est une ordure. Mais les deux séries et je parlais de Luthor et Joker de Bermero et Azzarello, elles sont vachement bien. Mais on a développé un background en respectant le personnage. Là, j'ai l'impression que ils ont essayé vraiment de l'adoucir. Enfin, je sais pas, de changer le personnage pour que ça rentre dans la nouvelle case du Rebirth avec un truc un peu plus consensuel. Tout en le gardant froid. On va arriver à la fin de l'émission et bon, comme vous avez pas trop apprécié le titre, s'il y avait un titre que vous pouvez, qui est dans la même veine, dans le même état d'esprit, mais qui est mieux sur un méchant ou sur un tueur à gages ou sur un truc qui vous inspire un peu plus, que vous pourriez plus conseiller, qu'est-ce que ce serait, Jordan?
Sur un tueur à gage. Alors sur un tueur à gage, vous partez sur de la franco-belge. Le tueur, exactement. Moi, c'est un truc qui m'a toujours fait plaisir, mais c'est pas de l'action. C'est vraiment un vrai tueur à gage comme le verrait. Le mec, il se pose au bon endroit, au bon moment, et il tire d'une balle ou il rentre dans le tas parce qu'il a pas le choix à des moments. Après, sur un méchant, je sais plus de qui elle est, mais il y a une série là qui est sortie un peu chez Panini sur le caïd en un tome, un one shot. Voilà, c'est un bon caïd. C'est un mec qui, oui, il est attendrissant, il a une vie de famille, mais on sait très bien que derrière, c'est un mec froid, manipulateur, et que sa vie de famille, en réalité, même s'il y tient, c'est un détail. Johnny ? Il y a un livre par Darwin Cook qui s'appelle Richard Starks Parker, The Hunter. Et c'est sur un tueur à gages, c'est très policier noir, le graphisme est superbe, la narration est extraordinaire et le dessin de Darwin Cook est génial. Et c'est un super bon bouquin, quoi. Et il y en a plusieurs en plus, donc autant tester, voir ce que ça donne. Personnellement, j'aime beaucoup. De toute façon, moi, tu m'as vendu du rêve juste avec Darwin Cook. Moi, comme en le lisant, j'ai vu un espèce de Punisher raté, je dirais le Punisher Max, qui pour le coup est vraiment bien. Et voilà, si on veut voir un mec qui flingue d'autres mecs, un peu avec de l'action, un peu violent, pour le coup, c'est bien. Bon, moi j'ai apprécié le titre, donc je ne fais pas de consensus apparemment, mais oui. Faites-vous Est-ce que tu vas le continuer ? Ouais, je pense, ouais, mais je vais pas l'acheter par contre. Voilà. je l'ai apprécié, mais pas jusqu'à là, tu vois. Je vous ai parlé de Lex Luthor, mais le Joker de Liber Mero et Brian Zero, il est vraiment très cool. C'est un espèce de, pas un sidekick, un second couteau du Joker qui va passer une journée avec lui et qui va voir à quel point le mec est tordu. Donc moi je vous le conseille vraiment, c'est très très cool. Et en plus, après faut aimer le style de Bermero qui est un style très réaliste et qui ne plaît pas à tout le monde. Je pense à toi Maxime. Mais ouais, c'est cool. Voilà. On va finir sur ça. Moi je vous dis à la semaine prochaine. La semaine dernière je vous avais dit que je mettrais celle-là sur YouTube, mais j'ai pas eu le temps de le faire, donc je vais faire avec celle-là. On mettra la première sur YouTube. Moi je vous donne rendez-vous sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, donc Comedy Discovery, sur le site internet bien sûr comedydiscovery.fr. À la semaine prochaine. Ciao. À la semaine prochaine. Bye.